Les enjeux géopolitiques ont été cachés dès le début, dès la conception du projet, parce que nous avons tenté de prouver que lorsque le FPR a essayé d'attaquer pour la première fois et qu'ils ont été défaits, Bill Clinton a organisé une formation militaire dont a bénéficié Kagame. Mais quand j'ai voulu faire venir un expert qui devait parler de cette formation et de cours qui ont été donnés à ces gens, et parmi ces cours, il y avait le cours justement sur les missiles qui ont abattu l'avion. Donc, ceux qui ont été formés en 90, mais lorsque j'ai fait venir Wayne Madsen, le journaliste d'investigation américain, le procureur s'est opposé. La justification, c'était de dire on est en train de traiter des conflits internes non internationaux. Donc, faire venir Wayne Madsen, qui va prouver ou qui va essayer de démontrer que c'était l'Ouganda, que c'était les États-Unis, etc., qui ont préparé ça, c'est parler de crimes, de conflits internationaux. Or, ils ont décidé, par ce qu'ils appellent le constat judiciaire, de déterminer que le conflit du Rwanda, c'était un conflit interne non international. Ah oui, le constat judiciaire. Non, c'est dès le début. Dès le début du tribunal, dans presque toutes les affaires, le procureur, qui n'avait pas suffisamment d'éléments, venait avec des propositions de constat judiciaire. Il y avait même des listes entières. Une fois, dans l'affaire des militaires, il a présenté plus de 45 constats judiciaires. Oui, c'est que justement, c'était ça tout le débat. C'est qu'à chaque fois, il a fallu que les avocats se défendent et disent qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un constat judiciaire soit fait sur telle ou telle autre chose. Mais en fait, le constat judiciaire, c'est quoi? Ça veut dire, taisez-vous, vous ne soulevez plus cette question, on en a conclu, c'est fini. Et alors, quand vous avez des constats judiciaires, vous travaillez dans le cadre et au milieu de cet environnement de constat judiciaire. Disons que c'était clairement que c'était des procès politiques. D'abord, il y avait beaucoup d'implications du gouvernement américain. L'ambassadeur américain en matière de crimes de guerre venait quelquefois faire des réunions avec les juges. Et nous, les avocats, on disait, le juge, le procureur, lui, il est secrétaire général adjoint des Nations Unies. Donc, oui, il est sous-secrétaire général des Nations Unies. Le greffier du tribunal, il est sous-secrétaire général des Nations Unies. On ne peut pas être greffier au procureur si on est contesté par le Rwanda. La procureure qui était là, Carla Del Ponte, avait été contestée par le Rwanda. On l'a sorti de là, on l'a laissé à l'ex-Yougoslavie parce qu'il était procureur dans les deux. Et on a mis un procureur qui était accepté par le Rwanda et qui est resté plus de 12 ans comme procureur. Donc il faut savoir aussi que dans ces affaires-là, souvent on est pris au piège. C'est-à-dire que c'est des gens qui attendent éventuellement le renouvellement de leur mandat. Et s'ils attendent le renouvellement de leur mandat, il vaut mieux ne pas se mettre le Rwanda à dos et les États-Unis à dos. Donc, il y avait vraiment cette forte pesanteur de l'influence américaine sur le tribunal. Mais notre rôle, c'était de nous battre pour nos clients et de refuser, de contester. Tous nous savons que les États-Unis jouent un rôle là-dedans. Et le travail que Charles a fait, celui de montrer la vraie face du problème. Quand on voit aujourd'hui l'évolution des choses, on voit que c'est exactement la même méthode qui a quitté le Rwanda maintenant pour le Congo. Les crimes, on vous dit le conflit est interne, non international. Personne ne veut faire intervenir l'aspect international là-dedans. Mais nous sommes obligés, nous, de nous battre avec les armes que nous avons. Et si nous avons obtenu des acquittements,
si on a obtenu des allègements des peines, non, c'est parce qu'effectivement, il fallait se battre. Mais autrement, si on avait fait comme le premier accusé, oui, ben, vous imaginez, vous êtes ministre à 30 ans, 40 ans, vous commencez ce procès en 97, nous sommes en 2024, aujourd'hui c'est des gens de 80 ans, 70 ans et plus dont on parle, qui ont été tenus pratiquement dans l'isolement total du monde extérieur. Franchement, logiquement, on aurait pu. Bon, on voit quelqu'un qui a été accusé faussement aux États-Unis, quand il sort, on lui donne des millions et des milliards. Mais les gens qui ont été faussement accusés de génocidaires, en plus que c'est vraiment un poids très lourd, même acquittés, on continue à vous prendre pour des génocidaires, ça choque. Oui, c'est que justement, ces crimes de guerre du FPR, ce qui est quand même assez important à souligner, c'est que quels que soient les motifs qui pouvaient être invoqués par les FPR pour attaquer, ils savaient exactement que de par leur stratégie d'infiltration, ils mettaient en danger les Tutsis de l'intérieur. Et le témoin qui est venu dire que les FPR les avaient mis en danger parce que l'objectif qu'ils visaient, c'était seulement la prise de pouvoir et non pas la protection des Tutsis. Bon, dès le moment que c'est lui-même victime, à plusieurs titres d'ailleurs, il est mort accidentellement ici en Belgique, accident de voiture, point d'interrogation. Dès le moment que lui-même, sa femme et ses enfants, leur crâne se trouvent dans les mémorials du génocide, il faut quand même que les gens prennent au sérieux ce qu'il dit, que les gens accordent un minimum d'attention. C'est que, encore faut-il que ce soit un peuple qui ait une autorité qui les prenne en compte. J'ai comme l'impression que le gouvernement rwandais voudrait vraiment les voir très loin du Rwanda. Il n'est pas très accueillant pour les recevoir. Les Hutus qui sont à l'intérieur non plus ne sont pas forcément les plus heureux et les plus joyeux. Bon, ceux à qui on a montré un peu le pouvoir se sont retrouvés presque isolés. Le président Bizimungu, où est-ce qu'il est? On s'est servi de lui et puis une fois qu'il avait été sucé comme un citron, on l'a jeté. Un peu comme ils ont fait aussi avec les dirigeants au Congo. Donc c'est la même similitude, c'est la même stratégie qui continue et bon, c'est la même méthode de conquête. Oui, non, pour ce qui concerne le Congo, la présence massive des Congolais est un signe très encourageant. D'abord parce que c'est une prise de conscience des Congolais que personne ne les défendra s'ils ne se défendent pas eux-mêmes. Et lorsqu'ils sont en face des gens qui les défendent avec leur cœur, la moindre des choses, c'est de les soutenir. Moi, je trouve que cette prise de conscience, elle est très importante dans un premier temps. Bon. Le fait aussi que les médias congolais se soit déplacé cette fois-ci pour cette affaire, pour lui donner un cachet assez international, là aussi, c'est quand même quelque chose de très important. Nous avons, moi personnellement, j'ai fait une campagne avec les 52 personnalités féminines en 2012, où j'avais pratiquement 52 personnalités féminines pour demander un tribunal pénal international pour le Congo. Et nous avons été reçus à l'Élysée par le président de la Commission de l'Union européenne, le roi d'Espagne, Madame Pilet aux Nations Unies. Et c'est à la francophonie seulement qu'ils n'ont pas voulu nous écouter. Mais je pense que, quelle que soit la situation, il faut aider à la prise de conscience du Congolais qu'il n'y a que lui-même qui pourra éventuellement se défendre. Ce tribunal n'a pas prospéré parce que
il y a eu des interférences où les mêmes personnes qui condamnent les génocides, qui condamnent le massacre du Rwanda, c'est les mêmes qui se refusent de regarder le massacre du Congo. Or, au Congo, il y a déjà 12 millions de morts et personne n'en parle. C'est pas normal. Moi, je dis que le peuple congolais est un peuple qui est dans la résilience. Mais c'est une résilience parce qu'ils sont foncièrement bons. Ils sont foncièrement bons, accueillants et tout le reste. On a l'impression que cette résilience est une sorte de satisfaction. Non. Parfois, on vit sa douleur en la banalisant, mais en réalité, le jour où ça va exploser, c'est là que l'on va se rendre compte qu'on a laissé couver quelque chose de très grave. La résilience du Congolais n'annonce pas une bonne chose, ça annonce un ouragan. Et heureusement que le Congolais, pour l'instant, ne répond pas aux provocations, parce que je vous assure, le jour où les Congolais réagiront comme l'ont fait les Maliens, les Burkinabés, personne ne les arrêtera. Personne ne les arrêtera.